Le petit avion de club paraît bien désuet à l'époque des vols supersoniques et des voyages interplanétaires. Pourtant, c'est un merveilleux moyen de redécouverte de notre paysage et parfois aussi d'exploration du passé. A priori, la prospection aérienne du nord de la France pouvait sembler une gageure. Qu'espérait-on découvrir dans ces grandes plaines nues, labourées depuis l'Antiquité, chambardées par les invasions, terriblement meurtries par les combats de la Première Guerre mondiale? Ici, les gigantesques entonnoirs des mines de la grande offensive anglaise de 1916 montrent à quel point notre sol a été bouleversé. Malgré tout, certains ensembles célèbres, comme l'abbaye et la ville de Saint-Riquier, l'antique Centulla des Carolingiens, ont défié les siècles. Leur survol apporte peu d'informations nouvelles à l'historien. Par contre, l'image aérienne de modestes agglomérations trahit souvent leur origine méconnue. Ce petit village picard avait obtenu au Moyen-Âge une charte qui autorisait ses habitants à indiquer sur le terrain les limites des zones où s'étendaient leurs privilèges. C'est pourquoi les premières communes rurales prennent fréquemment une configuration circulaire qui a survécu jusqu'à nous. Ainsi, Yermont, qui fut affranchi en 1192. Au sol, rien ne demeure de ses fossés, de ses remparts, ni de ses deux châteaux forts. Seule la vue aérienne témoigne encore de son importance passée. Implantée à la limite de la forêt, Longuevillette est caractéristique des défrichements médiévaux. Sans château, sans église, c'est le type même du village créé de toutes pièces par de misérables paysans. Pour le chercheur, nombreux sont les indices révélateurs du passé dans notre paysage. Ce retranchement celtique est souligné par des lignes d'arbres qui ont poussé sur les anciennes levées de terre et l'ont protégé de la mise en culture. Ce petit bois en étoile, au nord d'Amiens, indique l'emplacement d'un ancien fortin aujourd'hui totalement arasé. À Folleville, les ruines du donjon féodal se dressent encore. Mais les anciens fossés sont déjà envahis par les arbustes. Quand les murailles auront disparu, seuls demeureront quelques mouvements de terrain et quelques arbres disposés en cercle. Ainsi, à Bailleulmont, près d'Arras, les vestiges d'un château fort se dévoilent pour nous un court instant entre les ombres des nuages. À Ors, dans le nord, mouvements de terrain et arbustes révélateurs ont disparu. Les anomalies du parcellaire rappellent l'existence d'une forteresse médiévale entièrement nivelée. Ici, chemin et limite de champ déterminent une grande structure ovalaire. Les archives indiquent qu'il s'agit de l'emplacement d'une abbaye cistercienne abandonnée au XIIe siècle. Quelle n'est pas la surprise de l'aviateur qui a survolé en vain ce site des dizaines de fois de voir apparaître par un beau matin d'hiver le plan des bâtiments construits il y a plus de 8 siècles. Telle est bien l'étonnante possibilité des survols périodiques. Ils permettent de retrouver des vestiges enfouis, comme cette autre ferme médiévale, mais aussi des substructions beaucoup plus anciennes, dont la mémoire des hommes n'a gardé aucune trace, mais dont la terre, elle, se souvient. Depuis une douzaine d'années, la recherche, le déchiffrement, l'interprétation de ces innombrables et fugitifs hiéroglyphes de la Terre ont conduit à établir une véritable méthodologie de l'archéologie aérienne. Jusqu'à ces derniers temps,
les anomalies de la croissance des végétaux étaient considérées comme les plus favorables à la détection de vestiges enfouis. Mais leur repérage est souvent délicat. Et même avec un éclairage bien choisi, il faut un œil exercé pour percevoir ces faibles indices phytologiques. Après un orage, les céréales versent parfois selon des lignes révélatrices. Ici, elles indiquent le fossé entourant un camp romain qui s'appuyait sur les pentes du mont Catelin. Une autre année, le dispositif défensif de l'entrée du camp est bien apparent dans les avoines. Un érudit du XVIIe siècle avait déjà remarqué ces phénomènes. Il écrivait à propos de la localisation d'une ville romaine au pied de ce camp: quand cette grande campagne est ensemencée en bled, on y reconnaît encore le compassement et les endroits des rues où le bled est plus petit qu'est-ce lieu où les maisons étaient bâties. Aujourd'hui encore, l'agglomération romaine nous apparaît grâce à de légères variations de la teinte et de la hauteur des blés. Voici une découverte importante qui a eu lieu au cours de l'été 1972 à Ribemont-sur-Ancre. Les céréales se sont étiolées et ont jauni au niveau des fondations enfouies. Elles dessinent un théâtre antique dont le plan rayonnant est caractéristique. Ces faibles différences de la hauteur et de la couleur des blés ne dureront que quelques jours. Il faut tourner autour du site pour choisir l'angle le plus favorable et fixer l'image la plus parlante que l'on étudiera à loisir. Sur le terrain, on constate que les variations de teinte du blé restent perceptibles. Les fouilles effectuées quelques jours plus tard démontrent, comme il fallait s'y attendre, que ce sont bien les murs antiques qui ont ralenti la croissance des céréales. À Port-le-Grand, près de la baie de Somme, le phénomène inverse se produit. Les céréales lèvent plus vite, elles sont plus verdoyantes. Elles signalent des fossés comblés, entourant des tumuli ou des lieux de culte de caractère probablement funéraire, de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. Un sondage va nous confirmer l'origine de ces anomalies. La terre végétale est peu épaisse sur le sol crayeux et les céréales poussent mal, mais au-dessus du fossé, grâce au remblai de terre, la croissance est nettement plus vigoureuse. Des cercles avaient attiré l'attention des paysans depuis fort longtemps, donnant naissance à des légendes de ronds de fées, de danses de sorcières, de sabbats, de revenants. L'apport principal, au point de vue méthodologique, des recherches effectuées dans le nord de la France, a été de montrer l'intérêt considérable des survols hivernaux. Sur les sols nus et labourés, qui commencent à sécher après une forte pluie ou une nuit de gel, les tâches différentielles d'humidité sont révélatrices. Ici, un enclos de l'âge du fer se découpe sur le givre. Plus loin, la rosée s'est maintenue à l'emplacement de fossés comblés. Elle délimite une très grande enceinte à interruptions multiples. D'après les premières fouilles, ce serait le plus ancien vestige archéologique décelé par avion dans le nord de la France. Il s'agit vraisemblablement d'un lieu de marché ou de rencontre périodique des premiers agriculteurs néolithiques.
Mais cette vaste enceinte n'est visible que quelques jours par an, comme d'ailleurs cet habitat de l'âge du fer. En effet, la moindre élévation de température effacera les taches d'humidité. Ces habitats protohistoriques étaient inconnus en France avant les prospections. À ce jour, plus d'une centaine ont déjà été repérés dans les brumes matinales de l'Artois et de la Picardie. Sur le même champ, quelques jours plus tard, tout a disparu. Suivant les hasards de la météorologie, les vestiges enfouis se révèlent et se cachent. La difficulté est de saisir les brefs moments favorables à l'apparition fantomatique du passé. Cette grande structure ovalaire correspond à une autre ferme de la fin de l'âge du fer. Les taches sombres aux abords sont d'anciennes fosses, des cachettes à provisions traditionnelles à cette époque. Voici, près d'Amiens, une grande ferme isolée, une de ces édificiats de la noblesse gauloise dont parle César. Certains de ces établissements indigènes en bois et en torchis subsisteront à l'époque romaine, d'autres se transformeront en villas à fondation de pierre. L'archéologue aérien doit avoir une connaissance très précise de son terroir, presque champ par champ, pourrait-on dire. Car il existe bien des sources de confusion. Ici, à côté d'un cercle protohistorique, un tracé quadrangulaire pourrait faire penser à un retranchement antique. Il n'en est rien. Les photos prises quelques années auparavant montrent la présence d'un bois aujourd'hui défriché. Ici, l'observateur identifiera, à côté des deux petits cercles protohistoriques, qui apparaissent en sombre, des trous d'obus de la Première Guerre mondiale, ainsi qu'une tranchée de canalisation moderne qui se dessine en clair. En bordure de la Somme, quand le soleil hivernal dissipe l'humidité du sol, des cercles et une fosse protohistorique, des buttes de moulins à vent récemment disparus et des enclos agraires pré-celtiques apparaissent simultanément. Il est fréquent que les hommes aient travaillé, habité ou enterré leurs morts au même endroit pendant des siècles, voire pendant des millénaires. Ainsi, à Neufmoulins, près de Saint-Riquier, une grande ferme de l'âge du fer s'est superposée à un enclos circulaire plus ancien. Des fouilles stratigraphiques seront indispensables pour établir l'histoire du site et préciser ses différents états. En archéologie, le dernier mot reste toujours à la fouille. Mais il peut sembler étonnant que l'on ait attendu jusqu'à ces toutes dernières années pour s'apercevoir des possibilités incomparables qu'offrent en France les prospections aériennes. Certes, le repérage des vestiges arasés est une véritable chasse photographique, étant donné la fugacité et le polymorphisme des indices révélateurs. Chaque survol apporte des résultats. Lors du tournage de ce film, un grand ensemble a été repéré pour la première fois dans la brume matinale près de Vitry-en-l'Artois au mois de mars 1972.